Bonjour, on continue donc ce cours sur les équations différentielles en s'intéressant maintenant aux aspects plutôt qualitatifs, contrairement à ce que l'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire les aspects quantitatifs, c'est-à-dire les méthodes numériques permettant d'approcher les solutions des équations différentielles. Donc le plan de ce cours, c'est le suivant. Alors il y a une notion centrale donc dans ce que je vais vous raconter maintenant, c'est vraiment la notion de stabilité des systèmes. Alors avant de parler de cette notion de stabilité, on va devoir parler de la notion de point d'équilibre. Parce qu'on va voir que la notion de stabilité s'entend autour d'un ce que l'on appelle un point d'équilibre. Donc ces points d'équilibre, on va essayer de les caractériser pour les systèmes linéaires, donc gouvernés par des systèmes d'équations différentielles linéaires, et pour les systèmes non linéaires. On verra que dans ce cas-là, c'est moins simple. Et ensuite, on passera plus de temps donc sur la stabilité des systèmes autonomes. On définira tout d'abord ce que l'on entend par système autonome. Et ensuite, on verra un certain nombre de définitions et d'outils qui vont nous permettre de caractériser la stabilité des systèmes gouvernés par des équations différentielles. Et on terminera avec quelques petites particularités que l'on aura l'occasion d'étudier en travaux dirigés, qui sont les attracteurs pour les systèmes non linéaires. Donc tout d'abord, définissons ce que l'on appelle un point d'équilibre et auparavant, ce que l'on entend par un système autonome. Donc un système autonome, ça va être un système d'équations différentielles où le second membre, qu'habituellement on écrivait f de t et de x, c'est-à-dire avec éventuellement une dépendance explicite par rapport au temps du second membre. Donc quand le système sera autonome, il n'y aura pas de dépendance explicite par rapport au temps du second membre, c'est pour ça qu'on va l'écrire toujours f de x. Donc les systèmes qui nous intéressent, ce sont des systèmes d'équations différentielles donc, que l'on appelle autonomes et qui vont s'écrire sous la forme x' égale à f de x pour tout t positif. Donc la première définition, c'est maintenant la notion de point d'équilibre. Donc un vecteur que l'on notera toujours x étoile, on dira que c'est un point d'équilibre de notre système si on donne comme condition initiale au temps initial x de 0 est égal à x étoile, alors pour tout t positif, x de t reste égal à x étoile. Donc on voit assez rapidement que ce qui permet de caractériser un point d'équilibre, c'est tout simplement que f de x étoile égale à 0. Alors pourquoi? Si x de t vaut x étoile pour tout t, on voit que d'une part, nécessairement, quand on remplace cette trajectoire, qu'on l'injecte dans notre système, cela donne x de t constant, donc x' de t est égal à 0, et d'autre part, dans le membre de droite, on a f de x de t, c'est-à-dire f de x étoile, et donc 0 est égal à f de x étoile. Donc la question, c'est comment fait-on pour déterminer finalement ces points d'équilibre? On verra que d'une manière générale, c'est pas plus compliqué que de trouver donc les solutions d'un système de n équations à n inconnues. Donc on sait que c'est plus difficile quand, quand un système est non linéaire. Donc c'est pour ça qu'on va d'abord s'intéresser pour le cas particulier des systèmes d'équations différentielles linéaires. Donc un système d'équations différentielles linéaires, c'est quelque chose qui va toujours s'écrire à l'aide d'une matrice que l'on va noter ici grand A, donc une matrice carrée n par n. Et donc notre système s'écrira toujours sous la forme, donc dérivée du vecteur grand X par rapport au temps est égal à a fois x pour tout t positif. Donc lorsque l'on va chercher à déterminer les points d'équilibre de ce système d'équations différentielles linéaires, on va tout simplement chercher à annuler le second membre, f de grand X, donc ici qui s'écrit a fois x. Donc finalement, pour les systèmes linéaires, c'est assez simple. Rechercher les points d'équilibre, c'est-à-dire chercher à résoudre a fois x étoile égale 0, c'est tout simplement essayer de caractériser le noyau de la matrice A. Donc on sait, donc là c'est juste de l'algèbre linéaire. Donc on sait en particulier que si A est inversible, le noyau est réduit au vecteur nul.
Donc c'est pour ça qu'en général, pour les systèmes d'équations différentielles linéaires, quand tout se passe bien, on a unicité finalement du point d'équilibre, et ce point d'équilibre, c'est le vecteur nul. Alors après, il y a éventuellement des cas dégénérés, par exemple quand la matrice A n'est pas inversible. Donc on va étudier finalement ces deux cas-là, on va regarder deux exemples. Alors deux systèmes qui sont régis par des équations différentielles d'ordre 2, donc là, le x est un petit x, donc un système, un oscillateur harmonique masse-ressort, donc m fois x secondes plus k, x est égal à 0 pour t positif. Donc là, avec bien sûr m positif, la masse, et k, la constante de raideur positive. Et puis ensuite, un cas particulier de ce système, là où on aura pris par exemple la masse égale à 1 et puis la raideur égale à 0, qu'on appelle un double intégrateur. Alors pourquoi un double intégrateur? Parce qu'il est clair que si on veut déterminer x de t, eh bien il suffit d'intégrer x secondes deux fois. Voilà, donc passons tout d'abord au premier exemple, masse ressort, et ensuite à l'exemple du double intégrateur. Alors on s'intéresse à notre système masse ressort. Donc c'est un système mécanique assez classique hein, qu'on retrouve beaucoup dans la littérature et que vous connaissez sûrement déjà. Alors, donc l'équation, c'est une équation différentielle d'ordre 2, mx secondes plus kx est égal à 0. Donc on considère ici que c'est un système qui est libre, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ce ne sont pas des oscillations forcées. Donc première chose que l'on fait, pour mettre ce système sous forme du premier ordre en temps, on définit un vecteur qu'on appelle grand X, vecteur colonne, donc composé de x et de sa dérivée. Donc ça nous permet d'écrire la dérivée de grand X sous forme matricielle, sous forme d'un produit d'une matrice par un vecteur. Donc la matrice 0, 1 sur la première ligne, moins k sur m, 0 sur la deuxième ligne. Donc on peut vérifier assez facilement que ça donne bien. x1' est égal à x2, ce qui est normal. Voilà. Et puis, pour la deuxième équation, tout simplement, x2', c'est-à-dire x secondes, est égal à moins k sur m fois x, c'est-à-dire x1. Donc cette matrice-là, on va l'appeler tout simplement grand A. Et donc, si on cherche maintenant les points d'équilibre, alors ce sont les points x étoiles qui sont dans le noyau de A. Donc ici, c'est assez facile de voir que la matrice A, elle est inversible. Donc bien évidemment, il faut supposer que K est strictement positif. Alors, et donc, le noyau de A, dans ce cas-là, eh bien, il est bien réduit au vecteur nul. Donc ça veut dire que x étoile, ici, c'est le vecteur nul. Donc le point d'équilibre, ici, c'est quelque chose de trivial, c'est le vecteur nul. Donc on s'intéresse maintenant à notre double intégrateur, donc, qui est régi par une équation différentielle d'ordre 2 un peu triviale, hein, d'accord, petit x seconde, dérivée seconde par rapport au temps égale à 0. Donc si on fait exactement la même procédure pour le mettre sous forme du premier ordre en temps, que pour le système masse-ressort, on obtient donc que la dérivée du vecteur grand X par rapport au temps
c'est tout simplement la matrice suivante multipliée par le vecteur grand X, d'accord? Donc si x1' est égal à x2 toujours, et puis donc x2', c'est-à-dire x secondes, qui est égal à 0, donc 0 fois x1 plus 0 fois x2. Donc dans ce cas-là, la matrice A, c'est la matrice avec 0, 1 sur la première ligne, 0, 0 sur la deuxième ligne. Et donc, on sait bien, enfin on voit bien ici que la matrice A n'est pas inversible, donc son noyau n'est pas réduit au vecteur nul. Il s'avère que le noyau de la matrice A ici, c'est carrément un sous-espace vectoriel, d'accord, qui est engendré par le premier vecteur de la base canonique, c'est-à-dire que les points d'équilibre, finalement, ce sont les points qui sont à une position donnée, quelconque, arbitraire, et pour lesquels la vitesse est nulle. Donc après nous être intéressés à ces deux systèmes linéaires, on va maintenant s'intéresser à notre pendule, dont on a déjà donné ici les équations sous forme du premier ordre en temps. Donc on va essayer de déterminer, ça ne va pas être très compliqué, quels sont les points d'équilibre de ce système. Donc on s'intéresse maintenant à ce nouvel exemple. On va chercher les points d'équilibre du pendule. Alors on les connaît déjà physiquement. Il y a un point qui se situe complètement à la verticale et un autre qui se situe exactement à un angle égal à 0. Donc prenons les équations alors déjà mises sous la forme du premier ordre en temps. Donc x' égale à x2 et sur la deuxième composante, moins g sur L fois sinus x1. Voilà. Donc, ce second membre, on va l'appeler f de x. Et donc, si on cherche à résoudre l'équation f de x est égal au vecteur nul, ça nous donne le système suivant. Alors la première équation donne quelque chose de trivial, à savoir que la vitesse angulaire doit être égale à 0. Et puis la deuxième équation nous donne sinus x1 est égal à 0. Donc là, ça veut dire qu'on doit avoir sinus x1, c'est-à-dire x1, qui est égal à pi, où x1 est égal à 0. D'accord? Si on travaille modulo pi. Donc on en déduit que notre point d'équilibre appartient au sous-ensemble suivant, donc qui est composé du vecteur nul et puis du vecteur suivant. Voilà, donc dans le cas particulier du pendule, donc c'est pour le cas dans d'autres systèmes non linéaires, on voit qu'on a deux points d'équilibre. Alors on sait bien physiquement que ces deux points d'équilibre sont très très différents du point de vue qualitatif, et c'est quelque chose que l'on verra assez rapidement. On va pouvoir qualifier ces deux points d'équilibre en termes de stabilité. Donc dans le cadre du pendule, on a déjà évoqué
en traitant le cas particulier là, pour déterminer les points d'équilibre, on a évoqué la notion de stabilité. Alors on a dit qu'on allait essayer de la définir un peu plus rigoureusement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on considère, comme précédemment, un système dynamique autonome, dont on a redonné donc l'équation, x' est égal à f de x. Donc la notion de stabilité, c'est quelque chose d'intuitif, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être défini rigoureusement. Donc voici la définition de la notion de stabilité. Alors, on ne parlera pas forcément nécessairement de la stabilité d'un système, mais ici on parle de stabilité d'un point d'équilibre. Donc un point d'équilibre x étoile du système S ci-dessus, on dira que ce point d'équilibre est stable si. Alors si on se donne une distance grand R à laquelle on veut maintenir la trajectoire du système x de t par rapport au point d'équilibre x étoile, alors il existe une distance autour du point d'équilibre, donc cette distance c'est x0 moins x étoile, en deçà de laquelle, si on choisit donc la condition initiale, à cette distance inférieure à petit r du point d'équilibre, alors, pour tout t, la trajectoire x de t sera à distance grand R de x étoile. Voilà, donc il y a une espèce de notion un petit peu de continuité là. Donc l'idée c'est, je répète, étant donné une distance à laquelle on veut rester au maximum du point d'équilibre, alors il existe de façon correspondante une distance petit r autour du point d'équilibre en deçà de laquelle on peut choisir la condition initiale et donc assurer que la trajectoire reste à distance grand R du point d'équilibre. Donc cette notion de stabilité, on peut lui associer donc vraiment la notion complètement contraire, c'est-à-dire la notion d'instabilité. Donc on dira qu'un point d'équilibre n'est pas stable, donc c'est-à-dire, alors c'est la terminologie que l'on choisit, donc on va le qualifier d'instable, si, eh bien, tout simplement la négation de la proposition ci-dessus associée à la stabilité est vérifiée. Donc la négation de cette proposition, ici c'est quoi? C'est, il existe une distance qu'on va appeler grand R, pour laquelle, même si on prend une condition initiale qui est arbitrairement proche du point d'équilibre, alors il existera toujours un temps dans le futur auquel la trajectoire sera toujours au moins à la distance grand R du point d'équilibre. D'accord? Donc c'est important cette notion. R arbitrairement petit, ce sera toujours dans les démonstrations, on se donnera le droit de montrer que la propriété d'instabilité est vérifiée pour des R qui sont arbitrairement petits. Donc l'idée c'est vraiment, dès que l'on s'éloigne finalement un tout petit peu de ce point d'équilibre instable, alors il y aura toujours la trajectoire, il y aura toujours un temps dans le futur où la trajectoire sera toujours à une distance donnée du point d'équilibre. Voilà, donc ça correspond vraiment à la notion d'instabilité telle qu'on peut la concevoir finalement pour le pendule, puisque lorsqu'on considère le pendule dans sa position, dans son point d'équilibre correspondant à θ est égal à pi, eh bien, on voit bien que si on perturbe un tout petit peu cette position, le pendule va nécessairement descendre et repasser finalement dans la position quasiment opposée, c'est-à-dire pour θ égale à 0. Donc en fait, pour le pendule, ce qui jouerait le rôle de la valeur de grand R ici, ça serait quelque part, ça serait pi, quoi. C'est-à-dire la distance qu'on a entre pi et 0. Voilà. Alors, c'est des notions qu'on va essayer d'illustrer sur deux exemples très très simples d'équations différentielles d'ordre 1 dans R. Mais avant, donc notons
peut-être un petit point de terminologie. Lorsqu'il y a un seul point d'équilibre, comme c'est le cas par exemple pour les systèmes linéaires et quand la matrice A est bien inversible, alors on parlera de manière équivalente de stabilité autour du point d'équilibre et de stabilité du système lui-même. Donc, voyons dans un premier temps, maintenant, un exemple pour illustrer finalement la définition de stabilité pour un système régi par une équation différentielle d'ordre 1 dans R. Donc, prenons un exemple de démonstration de stabilité d'un point d'équilibre. Donc, on prend l'équation différentielle dans R, x' est égal à moins x pour t positif. Donc là, le point d'équilibre, c'est trivialement x étoile égale à 0. Et on peut assez facilement montrer que x de t, c'est x de 0, la condition initiale, fois exponentielle moins t. Donc si on veut, par exemple, imposer que valeur absolue d'x de t soit inférieure à grand R, on va faire les choses à l'envers. Là, c'est assez facile. Donc il suffit que valeur absolue de x de 0 soit plus petit que grand R. Pourquoi? Parce que valeur absolue de x de 0 plus petit que grand R, en majorant tout simplement l'exponentielle moins t par 1, cela implique que pour tout t, valeur absolue d'x de t est inférieure ou égale à grand R. Donc le petit r ici de la définition, il est égal à grand R, et on peut affirmer que le point d'équilibre x étoile égale à 0 est donc un point d'équilibre stable. Alors voyons maintenant comment montrer, pour le même type d'équation différentielle linéaire réelle, comment montrer rigoureusement qu'un point d'équilibre est instable. Donc on va montrer ici comment on peut déterminer la stabilité, enfin montrer qu'un point d'équilibre est effectivement instable. Donc on prend un système très proche du précédent, c'est-à-dire qu'on prend x' égale à x dans R, pour tout est positif. Donc là le point d'équilibre c'est toujours 0. Et la solution, elle s'obtient de manière exacte comme ceci, donc c'est x0 fois exponentielle t. Donc un système extrêmement simple. Donc on va se fixer une valeur de grand R, donc là on va prendre par exemple grand R égale à 1, et on va essayer donc de trouver, de montrer que pour tout petit r, aussi petit que l'on veut, donc là on va supposer qu'il est quand même strictement plus petit que 1, c'est plutôt pratique pour la suite, eh bien on va réussir à satisfaire l'inégalité, il existe un t tel que valeur absolue de x de t plus grand que r. Donc on va faire les choses comme ceci. On va prendre x0 est égal à plus ou moins petit r. Donc, si on procède par équivalence à partir de l'inégalité qu'on veut satisfaire, donc valeur absolue de x de t plus grand que grand R, ça nous donne R fois exponentielle t strictement plus grand que 1, d'accord? Donc, puisque valeur absolue de x0, c'est R. Donc, exponentielle de t strictement plus grand que R, équivalent à, alors on applique un coup de logarithme népérien, donc ça nous fait t strictement plus grand que moins logarithme népérien de R. Donc, avec ceci, on peut affirmer que pour tout R, petit r, compris entre 0 et 1, donc aussi proche de 0 que l'on veut, eh bien, il suffira de prendre un t strictement plus grand que moins logarithme népérien de R. Donc par exemple, moins logarithme népérien de R plus 1, pour que l'on ait valeur absolue de x de t strictement plus grand que grand R, c'est-à-dire 1. Donc, on a montré que x étoile égale à 0
est un point d'équilibre instable du système régi par l'équation différentielle x' est égal à x. Donc après ces deux exemples où on a déterminé la stabilité ou l'instabilité d'un point d'équilibre, on va faire un petit détour temporaire finalement par une manière graphique qui permet d'avoir une idée de la stabilité d'un point d'équilibre à l'aide tout simplement de choses qu'on peut représenter, alors qui dépendent du système. Alors, cet objet qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle un portrait de phase. Donc on va en voir tout de suite des exemples pour l'équation du pendule, mais une façon de définir assez simplement ce que c'est qu'un portrait de phase. Alors c'est une définition qui est assez vague, mais l'idée c'est que c'est une représentation de trajectoires possibles de notre système, donc c'est-à-dire pour différentes conditions initiales. Dans l'espace des phases, ça sous-entend dans l'espace dans lequel vit l'état de notre écosystème d'équations différentielles, c'est-à-dire x de t. Voilà, donc l'idée c'est que pour chaque condition initiale, on peut représenter tout simplement une courbe représentative, donc c'est une courbe paramétrée, où le paramètre c'est le temps, qui représente une trajectoire donnée de notre système. Alors l'idée c'est de faire ça, bien évidemment, pour des conditions initiales qui sont au voisinage d'un point d'équilibre, qu'on cherche éventuellement à qualifier, dont on ne connaît pas la nature. Et ce que l'on peut faire aussi, qui est assez explicite en termes d'illustration, c'est de représenter le champ de vecteurs qui a x associé f de x. Alors pourquoi? Parce que ce champ de vecteurs, il représente tout simplement à chaque fois des tangentes aux trajectoires, tout simplement parce que x' de t, c'est f de x de t. Donc, par exemple, si on regarde le portrait de phase du pendule centré sur le point d'équilibre instable, c'est-à-dire centré sur π 0, donc ce que donne comme impression ce portrait de phase, alors déjà on voit les trajectoires, le champ de vecteurs des vitesses nous permet de savoir dans quel sens il faut lire les trajectoires, d'accord? Et donc là, on voit que au voisinage de ce point-là, il semblerait que toutes les trajectoires ont tendance finalement à essayer de l'éviter, d'accord? Donc ça donne un peu une idée de notion de répulsivité. Alors que si on regarde cette fois le portrait de phase du pendule, mais centré sur le point d'équilibre instable, ce qu'on voit, c'est que les trajectoires vont avoir tendance à orbiter autour du point d'équilibre. Et ce que l'on voit ici, c'est quelque chose finalement qui traduit, alors on va le montrer plus rigoureusement, mais ce qui traduit en fait la stabilité finalement de ce point d'équilibre, c'est qu'on voit que si on veut que la trajectoire reste à une certaine distance du point d'équilibre, on voit qu'il suffit de démarrer à une distance elle aussi petite. D'accord? Donc là, on voit finalement que plus on va démarrer avec une condition initiale qui est proche du point d'équilibre, plus on va avoir une orbite qui va rester proche de ce point d'équilibre. Donc ça traduit d'une certaine manière la stabilité de ce point d'équilibre. Alors, si on s'intéresse cette fois au pendule, mais auquel on a rajouté une force de frottement visqueuse, donc là ici moins alpha fois x2, c'est-à-dire moins alpha fois la vitesse angulaire, avec alpha qui est positif, ce que l'on voit, c'est que le point d'équilibre ici, qui est au milieu, a carrément un effet mais attractif, au sens où, manifestement, toutes les trajectoires finalement que l'on a tracées sont attirées et viennent converger vers le point d'équilibre. D'accord? En fait, c'est comme si on avait... c'est comme le siphon d'un évier, quoi. Alors, ce qui illustre en fait ce portrait de phase, pour le pendule amorti, c'est une version en fait plus exigeante de la stabilité. Alors il s'avère que c'est ce qu'on appelle la stabilité asymptotique. Donc,
on dira qu'un point d'équilibre x étoile d'un système dynamique est asymptotiquement stable s'il est stable et si de plus, eh bien, il existe un rayon petit r autour du point d'équilibre, tel que si on prend donc à cette distance-là, en deçà de cette distance, la condition initiale, alors cela nous garantit que la limite de x de t, c'est proprement dit le point d'équilibre. D'accord? Donc il s'avère que par exemple, dans la démonstration de stabilité que l'on avait faite pour le système linéaire x' est égal à moins x, en fait le point d'équilibre était carrément asymptotiquement stable. Donc pour étudier cette propriété de stabilité pour les systèmes non linéaires complètement généraux, on va tout d'abord étudier le cas particulier des systèmes dynamiques qui sont régis par des équations différentielles linéaires. Donc, le système d'équations différentielles linéaires, il se met toujours sous la forme matricielle que l'on a ici. Donc, x' est égal à a fois x pour tout est positif. Et donc, la propriété qu'on va d'ailleurs que l'on va démontrer, qui nous permet de qualifier la stabilité de notre système. Donc là, on peut supposer par exemple qu'en fait, il y a unicité du point d'équilibre. On va par exemple supposer que la matrice A est inversible. Donc, la propriété, elle s'énonce de la manière suivante. Donc, il y a 3 cas et qui font usage des valeurs propres de la matrice A. Donc, ce que l'on peut dire, et ce qu'on va démontrer juste après, c'est que s'il existe une des valeurs propres de A, donc je vous rappelle que A, on n'a absolument aucune hypothèse dessus, elle peut très bien ne pas être symétrique, donc les valeurs propres peuvent être complexes. Donc s'il existe une valeur propre avec une partie réelle strictement positive, il en suffit d'une seule, alors on va montrer que notre système est instable. Si par contre, toutes nos valeurs propres sont à partie réelle négative au sens large, c'est-à-dire négative ou nulle, alors notre système est stable. Et si toutes les valeurs propres sont à partie réelle strictement négative, alors on va montrer que notre système est asymptotiquement stable. Donc démonstration. Alors soit A, une matrice NN, qu'ici on va supposer diagonalisable. Donc cette matrice étant diagonalisable, il existe une matrice P inversible. Donc là ici c'est la matrice des vecteurs propres. Donc inversible parce que les vecteurs propres sont linéairement indépendants, tel que on peut écrire A sous la forme P fois D fois P-1, l'inverse de P, où D, c'est une matrice diagonale avec sur sa diagonale les valeurs propres de A. Donc je vous rappelle que les valeurs propres peuvent être complexes au sens large, c'est-à-dire qu'elles peuvent être complexes non réelles, puisque la matrice n'est pas nécessairement ici symétrique. Donc on va se servir de cette écriture de A pour écrire différemment x' égale à A fois x. Donc notre système, on l'écrit sous la forme P fois D fois P-1 fois x. Alors on multiplie le tout par P-1 à droite et à gauche. Donc ça fait P-1 x' est égal à P-1 fois P, c'est-à-dire l'identité fois D fois P-1 fois x. Donc si on pose grand Y de t est égal à P-1 fois x, eh bien ça nous permet d'écrire
notre système initial x' égale à x sous une forme complètement équivalente, qui est donc y' est égal à d fois y. Donc c'est un système qui est diagonal, c'est-à-dire que chaque ligne s'écrit sous la forme yk' est égal à lambda k fois yk. Donc la solution de ce système différentiel, on peut en fait considérer chaque composante de manière indépendante. C'est-à-dire que la k'ème composante, complètement découplée des autres, c'est yk de t est égal à yk de 0 multiplié par exponentielle fois lambda k fois t. Alors, pour étudier ça en termes de stabilité, ce que l'on peut faire dans un premier temps, c'est d'écrire lambda k en faisant apparaître explicitement sa partie réelle, sa partie imaginaire. Donc yk de t, c'est yk de 0 fois, alors d'une part exponentielle partie réelle de lambda k fois t multiplié par exponentielle de i fois partie imaginaire de lambda k fois t. Donc le module de cette exponentielle complexe, celle qui est à droite, est tout le temps égal à 1. Donc ça veut dire que si on exprime le module du yk de t, ça va se réduire ici au module de yk de 0 multiplié par une exponentielle ici, qui est une exponentielle réelle, exponentielle partie réelle de lambda k fois t, puisque le module de l'autre exponentielle est égal à 1. Donc à partir de ça, on peut en déduire assez facilement que s'il existe une valeur propre qui a une partie réelle strictement positive, ça veut dire que le module correspondant de yk de t va tendre vers plus l'infini. Donc s'il tend vers plus l'infini, ça veut dire que yk en norme tend vers plus l'infini, donc x tend vers plus l'infini aussi, et donc que le système est instable. Alors, deuxièmement, si toutes nos valeurs propres sont à partie réelle négative ou nulle, donc ça veut dire que l'on peut facilement montrer que pour tout t positif, eh bien, valeur module de yk de t va rester borné et va rester tout le temps plus petit que le module de yk de 0. D'accord? Tout simplement parce que notre exponentielle partie réelle de t ici va être toujours plus petite en module que 1. Et si pour tout cas les parties réelles des valeurs propres sont strictement négatives, ça veut dire que toutes les composantes yk de t tendent vers 0. D'accord? Puisqu'on va se retrouver, on peut majorer tout simplement les choses partant de notre exponentielle là qui tend vers 0. Donc si on résume un petit peu les situations, donc là c'est vrai qu'on a un petit peu court-circuité la démonstration rigoureuse de stabilité, mais en fait on peut se ramener aux différents cas, aux deux cas de stabilité et d'instabilité que l'on a démontré, d'accord? Donc, premier cas, deuxième cas, troisième cas. Donc dans le premier cas, on l'avait déjà dit, donc on peut montrer donc, que dans ce cas, le système est instable. Donc je répète, on pourrait pour cela utiliser la démonstration qu'on a déjà faite plus tôt dans le cours. Deuxième cas, stable de la même manière. Donc ici, notre x de t reste borné, donc on pourrait faire la démonstration aussi plus rigoureusement. Et donc dans le troisième cas, donc là asymptotiquement stable, tout simplement parce qu'on peut montrer facilement que la norme de x de t tend vers 0. Donc à chaque fois on est d'accord que l'on a soustrait de x de t x étoile ici qui est le vecteur nul.
Voilà. Donc, pour les systèmes linéaires, on voit qu'en fait, la stabilité, tout cela, c'est une histoire de valeur propre. Donc l'idée maintenant, c'est d'essayer d'appliquer ce résultat qu'on a obtenu sur la stabilité des systèmes linéaires pour les systèmes non linéaires. Alors un système non linéaire, c'est pas linéaire, mais l'idée, c'est d'essayer d'utiliser une approche locale. Lorsque l'on a vu les portraits de phase, on a bien eu l'intuition que c'est vraiment cette approche locale, hein, en zoomant à proximité des points d'équilibre, qui nous permet déjà d'avoir une idée de la stabilité de ces points d'équilibre. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser des outils qui vont nous permettre d'approcher en un certain sens, on va voir lequel, un système d'équations différentielles non linéaires par un système d'équations différentielles linéaires en se plaçant vraiment au voisinage d'un point d'équilibre. Donc pour cela, on va avoir besoin de supposer que le second membre de notre système d'équations différentielles est différenciable. Donc là, j'ai rappelé la définition de la différenciabilité. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la possibilité de faire un développement avec un reste qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc là, on a volontairement regardé un développement, exprimé un développement en x étoile, parce que c'est vraiment ce que l'on va faire par la suite. Donc, la notion qui va nous intéresser ici, et qui va nous permettre de faire le lien entre la stabilité des systèmes non linéaires et des systèmes linéaires, c'est la notion de système linéarisé tangent. Donc la définition, c'est la suivante. Si on considère un système d'équations différentielles autonomes x' égale à f de x, pour tout est positif, et un point d'équilibre de ce système x étoile, on va définir, si f est effectivement différenciable en x étoile, ce qu'on appelle le linéarisé tangent de S en x étoile, qui est le système d'équations différentielles linéaires défini par, donc z' est égal à f' de x étoile fois z. Alors, f' de x étoile, on est bien d'accord qu'ici c'est une matrice qui est constante, qui est bien définie dès l'instant où on a fixé x étoile. Et z, c'est une variable, on voit, qui va d'une certaine manière mesurer l'écart entre x et x étoile. Donc, l'idée, c'est d'essayer déjà de comprendre comment est-ce qu'on aboutit finalement à ce système linéarisé tangent en considérant un développement de Taylor de f de x dans le système initial au voisinage de x étoile.
ici, c'est peut-on étudier la stabilité du point d'équilibre x étoile, donc pour le système non linéaire, en étudiant uniquement la stabilité du système linéarisé tangent? Alors la réponse est oui. Et ceci, on le doit à un mathématicien russe qui s'appelle Lyapunov, du début du XXe siècle. Et son premier théorème, c'est le suivant. Le point x étoile est un point d'équilibre stable de S si et seulement si le linéarisé tangent est stable. Donc ça, c'est une propriété d'équivalence qui est vraiment universelle, parce qu'elle montre qu'on pourra systématiquement, si on s'intéresse uniquement à la stabilité au sens large, eh bien, se ramener finalement à des outils issus de l'algèbre linéaire pour faire une étude de stabilité d'un point d'équilibre d'un système non linéaire. Le théorème 2, c'est un résultat qui est un peu moins fort parce que c'est une condition qui est uniquement suffisante. C'est-à-dire que si le linéarisé tangent autour de x étoile est asymptotiquement stable, alors x étoile sera un point d'équilibre asymptotiquement stable du système non linéaire, pardon. Donc, condition uniquement, on a dit, suffisante, et ce qu'on va pouvoir illustrer dans un exemple, c'est que la réciproque de ce théorème, justement, est fausse. On trouvera un système pour lequel, eh bien, un système non linéaire qui est asymptotiquement stable, mais dont le linéarisé tangent est uniquement stable, mais pas asymptotiquement. Ce qu'on peut quand même dire dans tous les cas, c'est que dans presque tous les cas, finalement, l'étude de la nature d'un point d'équilibre d'un système non linéaire, ça se ramènera à étudier la stabilité du linéarisé tangent, qui est un système linéaire, donc il suffira de regarder les valeurs propres de la matrice dérivée de f en x étoile. Donc on va tout d'abord considérer cette étude, donc pour essayer de montrer rigoureusement que les deux points d'équilibre du pendule ont effectivement les propriétés qu'on leur connaît intuitivement, c'est-à-dire l'un qui est stable et l'autre qui est instable. Et puis ensuite, on regardera la propriété de stabilité asymptotique pour le pendule amorti. Donc, considérons le système d'équation différentielle du pendule. Donc, première composante x2, deuxième composante moins oméga 2 fois sinus x1, où oméga, c'est donc racine de g sur L, la pulsation propre. Donc, pour étudier la stabilité de tous nos points d'équilibre, en fait, la première chose que l'on va faire, c'est calculer la dérivée de f. Donc, f' de x, une matrice de 2, avec donc sur la première ligne 0, 1, parce que dérivée de x2 par rapport à x1, c'est 0, et dérivée de x2 par rapport à x2, c'est 1. Et donc ici, la dérivée de moins oméga 2 sinus x1 par rapport à x1, donc c'est moins oméga 2 cos x1, et la dérivée de ce terme par rapport à x2, c'est 0. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser au premier point d'équilibre, c'est-à-dire le vecteur nul. Donc on va calculer f' de x étoile, qui est donc la matrice 0, 1, moins oméga 2, 0. Et donc pour calculer les valeurs propres de cette matrice, on va former son polynôme caractéristique et l'annuler. Donc, ce polynôme caractéristique qui est le déterminant de la matrice qui est au-dessus, moins lambda fois l'identité. Et donc, quand on annule ce polynôme caractéristique, donc ça équivaut à donc annuler moins, enfin, lambda 2 plus oméga 2. Alors, à annuler, effectivement, donc là, il ne doit pas y avoir un 1, mais un 0, n'est-ce pas? Donc on va attendre que le prof corrige, merci, donc voilà, c'est un 0. Ensuite, donc ça nous donne deux solutions
qui sont imaginaires purs ici. Donc lambda 1 égale I fois oméga, et lambda 2 qui vaut moins I oméga. On a donc deux valeurs propres qui sont pile sur l'axe imaginaire, donc dont la partie réelle est exactement à 0. Donc ça veut tout simplement dire que notre point d'équilibre est stable. Alors, s'il s'avérait qu'il était stable asymptotiquement, on ne serait pas capable de le dire, d'accord? Puisque, donc là, on utilise finalement le premier théorème. Donc, on va maintenant regarder le deuxième point d'équilibre. Donc, c'est-à-dire x étoile est égal à pi pour la première composante et 0 pour la deuxième composante. Donc, même technique, on calcule f' de x étoile. Donc cette fois, c'est la matrice 0,1, oméga 2, 0. Donc, comme précédemment, on calcule le déterminant de cette matrice moins lambda fois l'identité. Et donc cette fois, ça nous donne, comme polynôme caractéristique, lambda 2 moins oméga 2, et donc que l'on annule pour trouver les valeurs propres. Donc on a comme solution lambda 1 est égal à oméga, et lambda 2 est égal à moins oméga. Donc on a une valeur propre, finalement, sur ces deux valeurs propres, qui est strictement positive, donc à partie réelle est strictement positive. Et donc le point d'équilibre pi 0 est instable. Voilà. Donc maintenant pour le pendule amorti. Donc on a presque les mêmes équations, à part que sur la deuxième, on a donc un terme d'amortissement, moins alpha fois la vitesse angulaire. Donc là ici, il est un peu évident que alpha est positif, hein, pour que ce soit effectivement une force de frottement visqueux là. Alors, on calcule f' du x comme précédemment, donc la première ligne est toujours la même. Par contre ici, cette fois, donc on a moins oméga 2 cos x1, et ici, au lieu d'avoir 0, on a moins alpha. Et donc là, ici, on va regarder exclusivement le point d'équilibre stable, enfin qui était stable pour le système sans amortissement. Donc on calcule f' de x étoile. Donc c'est la même matrice que précédemment, sauf qu'on a un moins alpha dans le coin ici. Donc pour calculer les valeurs propres, on calcule toujours le déterminant de cette matrice, enfin de f' de x étoile moins lambda fois l'identité. Donc ça nous donne lambda fois lambda plus alpha plus oméga carré est égal à 0. Alors lorsqu'on le réarrange, ça nous donne lambda 2 plus alpha fois lambda plus oméga 2 égale à 0.
Alors, on va pas avoir besoin de calculer de discriminant ni quoi que ce soit. On va considérer deux cas. Donc, on sait que si alpha est petit, suffisamment petit, on a des racines qui sont complexes conjuguées. Et ce que l'on sait, c'est que le terme qui est devant lambda, en fait, c'est l'opposé de la somme des deux racines, c'est-à-dire que c'est moins 2 fois la partie réelle de l'une des deux. Donc là, il est clair que la partie réelle de nos deux valeurs propres, à chaque fois, est nécessairement négative, puisque alpha est positif. D'accord? Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on est donc dans un cas favorable, enfin on pourra le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que bon, là on peut en déduire la stabilité asymptotique. Donc par contre, si alpha n'est pas petit, s'il est grand, donc on va se retrouver avec des racines réelles. Alors il s'avère qu'ici alpha, c'est toujours l'opposé de la somme des deux valeurs propres, c'est quelque chose de positif, donc ça ne donne pas suffisamment d'informations. Et donc oméga au carré, ici par contre, c'est le produit des valeurs propres, c'est strictement positif, donc ça veut dire que les deux valeurs propres sont de signes identiques, et donc vu que leur somme est donc négative, donc ça veut dire que les deux valeurs propres sont strictement négatives. Voilà. Donc on en déduit, dans les deux cas, que alpha soit petit ou grand, que donc toutes nos valeurs propres à chaque fois sont à partie réelle strictement négative, et que donc x étoile est asymptotiquement stable. Donc maintenant, considérons un cas d'équation différentielle pour laquelle on montre que la réciproque du théorème 2 est fausse, donc à savoir un système pour lequel le point d'équilibre est asymptotiquement stable, mais que le linéarisé tangent n'est pas asymptotiquement stable. Donc, voici cet exemple. Donc, une équation différentielle dans R, donc pour une fonction réelle, x' est égal à moins x au carré. Alors ici, le point d'équilibre, c'est x étoile est égal à 0, hein, il suffit d'annuler moins x au carré. Donc, si on essaye de résoudre cette équation différentielle, on voit que la solution est de la forme 1 sur t plus constante. Et si on suppose que x0 est strictement positif, ça permet de trouver la valeur de la constante, d'accord? Et donc ça veut dire que là, ici, on a une solution qui a donc du sens pour t positif, puisqu'on se retrouve avec donc une constante qui est 1 sur x de 0, d'accord? Et donc x de t qui est égal à 1 sur t plus 1 sur x au 0. Alors si on regarde la nature de cette solution, ce que l'on voit, c'est tout simplement que limite quand t tend à plus l'infini de x de t moins x étoile, c'est-à-dire de x de t en valeur absolue, puisque x étoile vaut 0, bien cette quantité c'est 0, hein, de façon évidente, puisque ça fait l'inverse d'une quantité qui tend vers plus l'infini. Donc pour le système original, le système non linéaire, x étoile est asymptotiquement stable. Alors par contre, si on regarde maintenant le linéarisé tangent, donc pour cela, il suffit de regarder le second membre, donc f de x est égal à moins x au carré. Et donc, si on calcule f' de x pour exprimer le système linéarisé tangent, f' de x est moins 2x. Ce qui veut dire que f' de x étoile
eh bien c'est 0. Donc ça veut dire que notre système linéarisé tangent, hein, son équation c'est z' est égal à 0. Donc le linéarisé tangent, on se retrouve ici avec une valeur propre qui est donc le scalaire 0, qui est exactement donc sur l'axe imaginaire, et donc qui est à partie réelle, nul. Donc carrément nul. Donc ça veut dire que le système linéarisé tangent est uniquement stable et pas asymptotiquement. Donc voilà, donc ça montre que pour ce cas particulier, la réciproque du théorème 2 est fausse. Donc pour terminer ce cours, quelques éléments sur ce qu'on appelle les attracteurs, qui sont des choses qui sont forcément intéressantes, on va voir, pour les systèmes non linéaires. Alors, un attracteur, finalement, un point d'équilibre, par exemple, un point d'équilibre asymptotiquement stable, c'est un attracteur. Il s'avère que c'est un point, mais d'une manière plus générique, un attracteur, ici, c'est un sous-espace vers lequel peut évoluer un système dynamique. Et on va voir que pour les systèmes non linéaires, il y a des attracteurs qui ne se réduisent pas à des points, et c'est pour ça que c'est intéressant. Donc si on prend l'exemple de l'équation de Van der Pol, qui est une équation différentielle d'ordre 2, non linéaire, elle présente un attracteur qui en fait est un cycle limite. Alors qu'on peut visualiser ici. Là ici, donc on a représenté un portrait de phase de l'équation de Van der Pol. Donc on verra en TD qu'il s'avère que c'est une équation différentielle, enfin un système dynamique qui a un point d'équilibre en 0, qui est un point d'équilibre instable, mais qui présente en fait un cycle limite, qui ici est représenté en gras, en bleu, vers lequel convergent, on va dire, toutes les trajectoires dès l'instant qu'on ne part pas exactement du point d'équilibre instable. Donc, autre attracteur assez connu, c'est l'attracteur de Lorentz, alors qu'on qualifie d'étrange. Donc vous aurez l'occasion de l'étudier en TD. Voilà, donc ça conclut ce cours, ce deuxième cours sur les équations différentielles. Je vous remercie de votre attention.